Bienvenue, bonjour à tous sur un nouvel épisode de Ça vient des RH, le numéro 20. Allez, je me lance, parfois je me trompe. Aujourd'hui, pour parler d'un sujet qui est dit comme étant tabou en France, mais on verra si ça l'est, les rémunérations. Et pour ce faire, j'ai la chance d'avoir évidemment mon colistier Pierre et un invité de choix et de marque, Virgile, que je vais laisser tout de suite se présenter. Merci pour l'invitation déjà et avec plaisir pour me présenter. Donc je suis Virgile Ringard, je suis CEO et cofondateur de Figures. Mais avant d'être CEO, j'ai fait 11 ans dans les ressources humaines. Donc 11 ans dans les ressources humaines et j'avais même un parcours un peu particulier avant parce que je viens du monde des maths informatiques. À la base, j'ai un bac plus 3 en maths informatiques et après j'ai fait un master en RH, de manière un peu improbable. Et j'ai commencé mon carrière maths RH, j'ai commencé ma carrière dans la rémunération. Ça avait pas mal de sens. Les chiffres, donc forcément. Voilà, les chiffres, plus les RH, la rémunération. Et j'ai poursuivi ma carrière ensuite en système RH, en outil RH, pareil, informatique plus RH, SIR, généraliste. Donc j'ai commencé dans le CAC 40. Je fais 6 ans dans des groupes du CAC 40, ST Microelectronics, Technip, dont 2 ans et demi en expatriation en Australie. Quand je suis rentré, j'avais envie de faire des RH généralistes, plus de la rémunération, même si j'adorais ça. C'est rare, hein. Des gens qui aiment la rémunération. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'allais le dire, oui. Ouais, c'est vrai. Et pas beaucoup qui sont experts en rémunération, qui viennent des RH en fait au final. Ouais, beaucoup des reconversions de finance, contrôle gestion, d'autres métiers. Si, moi j'aimais bien ça, mais je voulais faire de généraliste, mais je voulais le faire dans le monde de la tech. Donc je suis allé 3 ans chez Criteo à l'époque où Criteo passait de 1000 à 3000 salariés. Et j'ai été responsable du recrutement tech, donc c'était une quinzaine de personnes. Et puis DRH des équipes tech, c'était 800 personnes entre la France et les États-Unis. Puis 2 ans DRH de start-up, j'ai voulu connaître de faire DRH de start-up, le côté tout partir d'une feuille blanche et innover un peu dans le genre des RH. On en parlera, je pense, un peu après, mais c'est là où j'ai découvert la transparence toute complète des salaires. Ok, on en reparlera. Tout le monde, on en parlera. La vraie transparence. La vraie transparence. Oh mon Dieu, l'angoisse. Avec les côtés angoissants qui vont avec, exactement. Mais c'est le côté feuille blanche, arriver et prendre des risques qu'on ne peut pas prendre dans les entreprises traditionnelles, en fait, ou difficilement en tout cas. Et là-bas, en fait, j'ai décidé de lancer ma boîte, de baigner un peu dans ce milieu de l'innovation des entrepreneurs. J'ai essayé de lancer Figure pour 2 choses, pour essayer d'amener de meilleures données de marché, une meilleure manière d'amener des données de marché dans le monde de la rémunération. Moi qui ai travaillé avec des acteurs historiques pendant des dizaines d'années, enfin plus d'une dizaine d'années, qui n'avaient pas changé leur outil, leur matière de collecter des informations, et pour amener un outil de gestion de la rémunération un peu plus innovant aussi. Parce que moi j'ai travaillé qu'avec Excel, en fait, toute ma vie quand il s'agit de la rémunération. Oui. Et je me dis que ça méritait un meilleur outil pour les gens qui bossent un peu dans la rémunération. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Figure. Et donc j'ai créé Figure il y a 2 ans et demi. J'étais rejoint par mon associé Bastien, qui est CTO, qui est l'expert, le cerveau tech de l'histoire. Et 2 ans et demi plus tard, on est 42 personnes. On a 1200 clients en Europe, principalement. Un peu aux US, etc., mais majoritairement en Europe et majoritairement en Angleterre, Allemagne, France. Et on les aide à avoir accès à des données de marché sur la rémunération et à piloter leur politique salariale, à créer leur grille de salaire, à mettre à jour et à partager leur grille de salaire. Le tout dans un produit que j'espère être le produit que j'aurais voulu avoir en tant que DRH. Ah, ça, si c'est pas bien vendu, franchement. C'est clair. C'est vraiment là. C'est parfait, ça, en tout cas. Merci en tout cas pour ces propos introductifs qui permettent de mieux comprendre un peu ton parcours. Évidemment, on vous invite à regarder le site alors, je sais jamais si on dit Figure ou Figures. Moi, j'ai tout mes Figures, je sais pas pourquoi. En fait, tout est toléré. En fait, voilà, ça m'a bien comme réponse. Et même en français, en anglais, je dis même parfois en marseillais parce que Figure, moi je viens du sud, je viens d'Aix-en-Provence. Okay. Figures ou Figure. Ok, d'accord. Les 3 sont tolérés en tout cas. Ok, cool. On va commencer du coup par les questions. Exactement. Et finalement, avant de rentrer peut-être un peu plus précisément dans le vif du sujet, peut-être une question un peu plus généraliste. Comment on peut définir une bonne politique de rémunération ? Et peut-être juste avant, on a tendance à parler de rémunération, package, salaire. Finalement, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on parle de 3 choses qui sont totalement différentes ? Voilà, donc on aimerait bien avoir ton avis dessus. Donc déjà, rémunération versus salaire. En effet, tout de suite, quand on pense rémunération, on pense salaire parce que c'est souvent l'élément le plus important du package de rémunération. Mais dans la rémunération et dans les packages, on inclut aussi les éléments en fait, de rémunération directe, très monétaire, les éléments indirects. Ça peut être des éléments qui peuvent être comme les tickets resto indirectement monétaires et tout ce qui est avantage, qui peut être les congés paternité, etc., qui viennent se rajouter à ce package-là. Et qui sont souvent ignorés, on en parlera peut-être pas mal, par la plupart des salariés qui se concentrent sur le salaire. Mais en effet, tu parlais de bonne politique de rémunération. Une bonne politique de rémunération, c'est une politique déjà qui comprend tous ces éléments-là. Une vraie réflexion autour de ces éléments et pas que le salaire. Je pense que ça, c'est le premier point. Et deuxième point de qu'est-ce qu'est une bonne politique de rémunération, je pense qu'il n'y a pas de définition
absolu de ce qu'est une bonne politique de rémunération. Et en tout cas, c'est contextuel à l'entreprise, à son contexte, à son marché. Et je pense que c'est aussi une extension de ce que l'entreprise a envie d'être. C'est-à-dire qu'une politique de rémunération qui serait une bonne politique dans une boîte ne pourrait pas être une bonne dans une autre boîte. Et il y a plein de sujets qui n'ont pas de... Et comme souvent en RH, je sais qu'en plus on a ce lien amour-haine que j'ai parfois avec les RH, il n'y a pas de vérité absolue, c'est souvent gris. Est-ce que c'est bien de payer les salariés en télétravail? Est-ce qu'on doit les payer les mêmes salaires que les gens qui sont au bureau? Est-ce qu'on doit les payer? Est-ce qu'on doit les payer? Est-ce qu'on doit l'autoriser le télétravail? Mais est-ce qu'on doit les payer ce gros débat de j'embauche quelqu'un dans un autre pays, est-ce que je paye le même salaire que les personnes au bureau ou pas? Il n'y a pas de réponse absolue. Et donc je pense qu'une bonne politique de rémunération, c'est une politique qui part de qui on est en tant qu'entreprise et à quel point cette politique de rémunération va refléter ce que l'on a envie de faire, notre positionnement marché, etc. C'est hyper important, je trouve, ces précisions-là que tu donnes, parce que, comme tu le dis à juste titre, il y a une vraie méconnaissance, alors principalement des salariés, peu importe d'ailleurs les niveaux, sur les différentes mécaniques de rémunération. Et souvent, le combat, c'est de porter sur le salaire, en laissant de côté, alors ça peut parfois des paiements sur 13 mois, 14 mois, 15 mois, mais des systèmes accessoires, l'intéressement, la participation, alors que c'est quand même des super avantages qui sont... mis à profit, mais qui sont un peu occultés. Et c'est vrai que finalement, je trouve que des startups qui travaillent sur ces éléments de rémunération ont aussi une œuvre pédagogique à faire. C'est pas la vocation première, mais je pense que ça fait quand même partie des choses qui sont importantes. Surtout, et ça te permet de glisser sur la deuxième question, qu'est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'il y a des spécificités que toi, parce que tu disais que tu es dans plusieurs pays, tu as pu voir en termes de rémunération? Pas tant en rapport avec l'argent, on y reviendra plus tard, mais de rémunération, tu dis oui, il y a des vraies spécificités françaises qui n'existent pas ailleurs, ou peut-être tu peux te citer d'autres exemples dans d'autres pays que tu as vus qui t'ont pu te surprendre, qui n'existent pas en France. Oui, c'est intéressant. En France, ce qui est déjà le plus marquant, c'est la complexité des éléments de rémunération. L'ensemble de... Déjà, ce cadre légal du droit du travail, avec les conventions collectives par-dessus, et ensuite les pratiques et les usages, le fait d'avoir du salaire, des primes à l'ancienneté, des primes conventionnelles, d'avoir du 13e mois, du 14e mois, de participation, d'intéressement. Cette complexité-là, je crois qu'on la retrouve nulle part ailleurs. L'Allemagne est peut-être pas trop loin, mais c'est quand même franchement pas ce niveau de complexité-là. En tout cas, dans les données qu'on reçoit, parce que nous, on agrège les données des boîtes, on voit rien de plus complexe qu'un système de rémunération français. Et oui, c'est marrant parce que tu disais les spécificités locales. Je me souviens à l'époque, donc dans mon époque de grand groupe, il y a plus de 10 ans, quand je bossais sur les sujets de rémunération, notamment au Moyen-Orient. Si tu veux, on avait une entité à Abu Dhabi. Et dans les éléments contractuels, donc la plupart de la population, c'est la population immigrée qui est souvent venue de l'Inde, etc., pour travailler sur des chantiers, etc. Dans les éléments contractuels qui sont discutés à l'embauche, c'est le salaire et le nombre de billets d'avion. C'est les éléments contractuels. C'est pire que les tickets resto en France. Billets d'avion retour pour retourner au pays. Donc c'était, OK, je vais négocier mon salaire et je vais avoir 2 allers-retours négociés ou 3. Et c'est un élément contractuel quasi aussi important que le salaire. Comme les expatriés, quoi. Exactement. Et ça, c'était pour tous les salariés. C'est un élément, on négociait son salaire et ça. Et d'un autre côté, pour faire le contrepoids par rapport au système français, la paye se faisait sur Excel. La paye, c'était 10 colonnes Excel. Enfin, c'était vraiment d'une simplicité où n'importe qui pouvait faire la paye parce qu'il n'y avait pas tout cet historique français du droit du travail. Donc voilà. Et c'est très intéressant, en effet, de voir tous les éléments différents de la paye, le reflet d'une culture ou d'un manque d'histoire. Et la culture française, c'est des acquis sur des acquis sociaux sur des acquis qui amènent à un droit du travail, une complexité, donc une rémunération complexe. Et c'est vrai que du coup, Pierre ne se sent pas seul, parce que Pierre est un peu spécialiste dans tout ce qui est paye et compen-ben. Donc là, il est content, il a un allié. Parce que d'habitude, c'est avec les RH, c'est le sujet qui est vu comme un peu soit lointain ou un peu technique. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies spécificités qui sont un peu l'alliance et du droit, mais aussi de la bureaucratie française. Les deux créent un très joli mélange absolument formidable dans la gestion qui donne après les URSSAF. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de pas forcément toujours évident à maîtriser. Et c'est en fait, en tout cas, selon toi, c'est une fois qu'en fait tu as fait la France, tu es tranquille, tu peux aller dans n'importe quel pays, quoi. Globalement, bon, c'est bon à savoir pour ceux qui souhaitent partir. En plus, tu as quand même le côté très l'actualité aussi économique qui fait que ça, on l'a vu avec le chômage partiel, où je pense que tout le monde a découvert ce que c'était que le chômage partiel et surtout comment on le calculait. Je pense que c'est ça qu'on a découvert. Il y a le côté là, le pacte avec le partage de la valeur qui arrive dans les prochains jours, où on est tous en train de se dire comment ça va se faire. Et moi, je pense que c'est un des seuls scopes, on va dire, je pense, dans les ressources humaines où ça bouge beaucoup et surtout ça bouge beaucoup avec l'actualité économique. Alors ça paraît peut-être un peu logique, mais finalement ça pourrait aussi être mouvant plus au niveau de la formation. Et c'est vrai que y a quand même cette caractéristique-là qui pour le coup, je milite énormément sur le poste de gestionnaire de paye, où en fait ça reste quand même un pilier important dans les ressources humaines, stratégique, qu'on efface peut-être parce qu'on se dit il va juste appuyer sur un bouton pour faire le bulletin de paye et c'est bon, quoi.
Non. On verra après, quoi. Mais qui dit aussi complexité. Je vais faire peut-être une belle transparence, peut-être une belle petite transition. J'ai fait un peu de spoiler. Ce côté, en fait, un peu complexité. Est-ce que c'est finalement aussi très facile d'avoir une transparence des salaires? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que tu le recommandes? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, finalement? Ouais, alors c'est un vaste sujet, un sujet super excitant parce que donc nous, on a connu ce qu'on appelle la transparence absolue. Moi, j'aime à dire que dans la rémunération, si on veut simplifier les choses, les degrés de transparence que l'on a, c'est est-ce qu'on est transparent un peu sur sa politique de rémunération, sa philosophie de rémunération, est-ce qu'on a envie de payer au marché, est-ce qu'on a envie de payer au-dessus du marché, est-ce qu'on a envie de payer globalement au marché pour les salaires, mais au niveau des avantages, quand ce qui est lié à la parentalité ou à l'équilibre vie pro-vie perso, on a envie d'être au-dessus du marché. Ça, c'est un peu sur qui on a envie d'être, on peut être transparent là-dessus. Ensuite, on peut être transparent sur les process autour de la rémunération. Comment sont déterminés les salaires en embauche? Comment sont revus les salaires annuellement? Et amener de la transparence pour, en fait, tuer ce côté bloc noir qui existe historiquement sur les salaires. On peut l'amener sur les process, être plus transparent sur l'embauche, est-ce qu'on prend en compte le diplôme ou pas, comme le font la plupart des entreprises. Le troisième niveau, c'est sur les modalités, sur la grille de salaire, en fait. Sur les modalités. Transparence sur les fourchettes de rémunération applicables par poste, par pays. Peut-être pas toutes, peut-être que certaines. Peut-être que dans certains métiers, etc. Mais ça a amené de la transparence sur les fourchettes. Et le dernier niveau, la transparence absolue, c'est celle sur les salaires individuels. Tout le monde sait qui gagne combien. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pratiqué dans notre entreprise d'avant, que je pratique encore chez Figure. Donc chez Figure, tout le monde connaît mon salaire. Et j'allais dire, je connais le salaire de tout le monde, ce qui est plus normal peut-être dans la position. Mais en tout cas, tout le monde connaît évidemment mon salaire et tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Et si on fait, pour répondre à ta question, est-ce que je le recommande à tout le monde et est-ce que c'est absolument une formule magique? Non. Nous, on le fait parce qu'on se dit que si nous, on veut essayer de transformer un peu la manière dont on gérer la rémunération sur le marché, il faut qu'on aille pousser les limites. Il faut qu'on aille voir jusqu'au bout, il faut qu'on aille tester pour savoir ce que c'est cette transparence absolue et savoir si on la recommande ou pas. Néanmoins, moi, donc, ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans un environnement où les salaires sont complètement transparents, dans mon entreprise d'avant chez Figure. Il y a des pour. Déjà, la transparence, c'est quoi? Quand on décide de se l'appliquer, c'est pas la transparence pour la transparence, c'est la transparence comme vecteur de confiance. C'est-à-dire de se dire, je vous partage des informations que la plupart des autres entreprises ne vous partagent pas parce que j'ai pas envie de vous cacher les choses et j'ai envie que vous ayez confiance en moi. Et c'est renverser ce rapport de force employeur-employé, employeur-salarié. Vous êtes salarié, je suis employeur, j'ai ce pouvoir-là et j'ai même ce pouvoir qui vient par l'accessibilité à l'information secrète de l'entreprise que vous n'aurez pas. Non. Je vous explique comment on détermine les salaires. Je vous partage les salaires et vous êtes libre de questionner des décisions au niveau de salaire. Et cette ouverture, elle génère un lien super fort et ça génère une confiance énorme. Par contre, il y a les mauvais côtés, les discussions de pourquoi lui gagne plus que 2 000 € que moi, si et ça, remis en question en permanence. Et des fois, et ça, je pense que la plupart des professionnels RH qui ont travaillé dans la rémunération, c'est pas une science exacte comme les RH de manière générale. La rémunération, c'est pareil. Et il y a des fois, il y a un contexte, une personne dont on avait besoin à un moment, une personne qui est arrivée, qui se retrouve payée plus haut sur la grille que les autres et qui est toujours dur à justifier à 100%. Et donc, des fois, on arrive sur des incompréhensions, des frustrations. Et je pense en plus, et surtout, et ça, je pense, c'est le point le plus important, c'est que c'est pas un sujet 100% rationnel, c'est un sujet hautement émotionnel pour la plupart des gens. Le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent. Oui, bien sûr. Et donc, nous, on voyait, c'est intéressant parce qu'on avait un fichier partagé avec tous les salaires de la boîte dans mon ancienne entreprise. Et vous voyez ces petites icônes des personnes qui viennent avec leurs petites photos, qui viennent voir le fichier. Et moi, j'en voyais qui étaient là tout le temps et qui, en fait, se rendaient malades à venir en fait, avoir l'information des gens, aller voir les salaires de tout le monde, etc. Et d'ailleurs, en fait, 2 de nos entreprises clientes ont voulu aller vers la transparence absolue, ont fait un questionnaire auprès de leurs salariés et ils ne sont pas allés. Pourquoi? Première réponse, certains salariés ont dit, moi, j'ai pas envie que les gens connaissent mon salaire. Ça, c'est la réponse auquel on pourrait s'attendre. Oui. Celle auquel on peut s'attendre moins, c'est des gens qui ont dit, en fait, moi, je suis pas sûr de vouloir savoir le salaire des autres parce que je suis pas sûr que je vivrais bien avec cette information-là. Mais ce qui est OK, en fait, ce que je comprends. Ce qui est complètement OK. Oui, mais c'est ce qui fait aussi que, enfin, on en reparlera sûrement, le côté aussi très tabou de parler de l'argent en France et principalement en entreprise, c'est ce côté où finalement, quand on va connaître le salaire de son voisin, on va aussi finalement se mettre plus en avant ou en arrière et de se dire, bon, ben voilà, on va être évalué finalement, ou en tout cas, on s'évalue par rapport aussi au salaire. Et finalement, on se rend compte que si on est moins bien payé, c'est que peut-être indirectement ou inconsciemment, on est peut-être moins important que celui qui gagne, je sais pas, 2 000 € de plus par an, quoi. Et, oui. Après, moi, j'ai le sentiment, mais peut-être tu diras t'es pas d'accord, mais j'ai le sentiment que les startups qui ont été dans ces principes de transparence, elles se le permettent parce qu'elles payent toutes vachement mieux que le marché. Donc, c'est
pas si compliqué d'arriver en disant voilà, moi le salaire de base est 40 000, donc on est transparent. Bah oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème, puisque je pense que c'est une startup en tête, je ne la mentionnerai pas par pudeur, mais où tout était 30, 40, 50%. Du coup, franchement, oui, il n'y a pas de problème. Quand ce n'est pas le cas et que tu es dans des rémunérations qui sont plus basses ou plus d'entrée de marché, je pense que c'est plus compliqué. Et deuxièmement, toujours le point d'interrogation que j'ai eu, c'est très bien, tant que la boîte, elle va bien. Le jour où il y a des crises, où il y a des situations de restructuration, je reste assez perplexe sur la manière dont gérer ça, parce que foncièrement, comme tu as accès absolument à tout, bah, alors je parle même pas des IRP, hein, mais c'est vraiment les deux limites auxquelles j'aurais tendance à dire, indépendamment du côté un peu robotique, où les choses sont effectivement, comme tu le disais, je trouve que c'était le bon exemple. Tu as quelqu'un qui à un moment donné arrive, c'est pénurique, il a peut-être bien négocié, il a dit moi si je pars pas, si j'ai pas ça, c'est de la négo. Donc si tu dis bah t'es dans la grille, tu te prives aussi de gens qui à un moment donné ont su négocier, mais c'est une entreprise, enfin à un moment donné, donc c'est ces limites là où moi, je suis un peu dubitatif sur le temps. Je vais aller dans ton sens et je vais aller un peu à l'encontre de ce que tu dis dans deux manières. Donc, je vais commencer peut-être par quoi je vais commencer. Aller à l'encontre de ton sens. Nous, on est un bon exemple. Donc, nous, on paye volontairement la médiane du marché. Nous, on est transparent sur nos salaires, sur les offres d'emploi. On partage aussi les fourchettes applicables. On partage même au moment de l'offre aux candidats. Bon, après, évidemment, c'est notre domaine, mais on fait une offre et on leur dit voilà les données de marché sur lesquelles on s'est appuyé pour te montrer qu'on te paye à la médiane, qu'on paye de manière équitable par rapport à ton offre. Et quand les gens négocient, on dit désolé, on négocie pas, on veut rester équitable par rapport à tout le monde. Et ça, on a eu des gens qui ont dit en fait, c'est en dessous de ce que je m'étais dit que j'allais prendre dans mon prochain rôle, mais de rejoindre une boîte avec ce degré de transparence et d'équité, ça me renforce dans l'idée de rejoindre. Et ça, on regagne sur ce côté confiance, création de confiance par la transparence. Et donc, tu vois, il y a des boîtes qui ne payent pas au max du marché, même si celles qui sont transparentes, souvent sont celles qui payent le mieux et qui donc, c'est les décisions les plus faciles à assumer. Ça, c'est complètement vrai. C'est pas la transparence uniquement quand on paye super bien. Et vraiment, d'ailleurs, on a un de nos partenaires, la OTA, qui est une plateforme de recrutement très populaire en Angleterre, montre que les entreprises qui affichent les salaires sur leur offre d'emploi, à salaire égal, c'est-à-dire à salaire égal affiché, celles qui le font ont 2 fois plus de candidatures que celles qui ne le font pas. Et c'est pas que parce qu'elles payent bien, non, même à salaire égal par rapport à d'autres. Oui, je comprends. Et donc, ça marche bien. Néanmoins, sur la transparence absolue, quand on parle de la transparence absolue, où tout le monde connaît le salaire de tout le monde, ce qui est vrai, et ce qu'on voit chez certains de nos clients qui l'ont... Il y a une espèce de barrière, au fur et à mesure où la boîte grandit, peut-être parce qu'elle traverse des crises de croissance, s'éloigne de ce modèle-là. Il y a très peu de boîtes qui passent la barre des 400, 500, 600 salariés en gardant une transparence des salaires. J'en connais plusieurs qui ont commencé comme ça et qui s'en sont éloignés parce que ça devient trop dur à gérer, il y a trop de conflits. Et donc, la vérité, c'est que ça marche bien au début pour certaines boîtes et qu'ensuite, c'est très dur à garder dans le temps. C'est pas vraiment quelque chose de pérenne et je connais pas beaucoup d'entreprises qui ont ces salaires transparents. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple à date qui a poussé le curseur. Et dans les grands groupes, on n'en est pas là non plus, y compris dans les ETI et les PME. Mais il y a plein de choses qui sont tellement peu transparentes, il faut dire que... du coup, ça va être une bonne transition sur... quand on parle finalement de la mise en place d'une politique de rémunération, ce terme est parfois toujours un peu pompeux, hein, mais on pense à quoi et le risque, c'est que parfois on oublie quoi quand tu vois les RH réfléchir, le truc où tu dis ça on est passé complètement à côté. En fait, tu vois, tu parlais de termes pompeux en parlant de politique de rémunération, je vais doubler sur le terme pompeux en parlant de philosophie de... Non, on a bien parlé de philosophie de rémunération. Et c'est carrément. Ah ouais, t'as lancé et t'as été dans le pompeux, je continue dans le pompeux. Mais au-delà de ce côté qui paraît complètement abstrait, c'est pas du tout abstrait. Et ça fait le lien avec ton deuxième point, qui est quelle est la principale erreur que l'on voit. Ces entreprises se disent, OK, fin de politique de rémunération, je vais faire une grille de salaire. Et qui ne se sont pas posé la question que je mentionnais tout à l'heure, en fait, on a envie d'être qui ? C'est quoi notre proposition de valeur quand il s'agit... C'est quoi notre proposition d'employeur, notre proposition en tant qu'employeur auprès des candidates des employés ? Qui on a envie d'être ? Je prends des exemples. Netflix dit, on va être une boîte dans laquelle on va embaucher les meilleurs. Oui. On va embaucher les meilleurs. Et vous allez bosser avec les meilleurs en rejoignant Netflix. Et donc, en alignement, notre politique de rémunération, ça va être payé au top du marché. C'est-à-dire qu'on va payer, c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'ils n'ont pas trop communiqué dessus, ils ont un peu changé leur politique. Mais ils ont dit on payait au max du marché. Parce qu'on veut les meilleurs, donc on est cohérent. Si on est une boîte qui se dit, nous en fait, c'est pas trop ça, c'est pas la rémunération qui drive la plupart des gens et on veut pas que les gens viennent en disant ça, et d'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de moyens, etc. Nous, par exemple, dans nos clients, on a Phoenix, vous savez, les paniers anti-gaspi. Eux, ils revendiquent qu'ils payent au 25e pourcentile de marché. C'est-à-dire qu'ils revendiquent payer moins que 75% des entreprises. Mais ils disent, nous, c'est ailleurs qu'on va jouer. On va vous offrir des jours pour aller bosser pour les associations de votre choix. D'autres avantages. On va vous offrir, voilà. Et en fait, d'autres bénéfices. On va, de manière intentionnelle, être aligné avec nos principes clés culturels. Et donc, sur le salaire, ça veut dire quoi ? Sur les avantages, ça veut dire quoi ? Sur potentiellement l'actionnariat salarié, ça veut dire quoi ?
on est intentionnel dans la manière dont on fait la politique et on est aligné avec notre culture d'entreprise. Et c'est ça le premier point que la plupart des entreprises oublient, c'est de se reposer ces questions de qui on a envie d'être. C'est pas que du salaire. Ce que tu dis, si je reviens, c'est quand on crée une grille de rémunération, il ne faut pas penser uniquement au salaire, il faut aller au-delà de ça et finalement imaginer ce que c'est le salaire ou la rémunération, cette politique-là, au sens de l'entreprise. Ouais, avec éventuellement des valeurs portées. Et aligné avec les valeurs, tu vois. Si tu dis vouloir être une entreprise basée sur l'apprentissage, le développement des carrières, etc., à quel point tu vas avoir des avantages, tu vas peut-être avoir un salaire aligné avec le marché, pas au-dessus, parce que tu n'en as pas besoin, peut-être même en dessous, mais tu vas avoir des avantages autour de l'apprentissage. Peut-être que tu vas autoriser tout le monde à avoir un budget d'apprentissage, de formation, de développement perso, d'accès à des conférences, d'accès à des ressources, et se poser ces questions de à quel point on prend les choses de manière générale, pas que sur le salaire, et à quel point on va avoir un positionnement dans cette philosophie de rémunération qui est alignée avec notre culture. C'est le point le plus important, je pense. Ok. On parle souvent grille des rémunération, mais on parle aussi un peu comment on négocie aussi la rémunération et la fameuse NAO, c'est peut-être cet acronyme que je pense beaucoup de RH. Que tu peux détailler pour ceux qui ne savent pas. Négociation annuelle obligatoire. Exactement. Si je me trompe pas, j'ai bon. Exactement. C'est bon. On est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de RH qui appréhendent, je pense, ce moment-là, surtout dans les moments un peu de contexte un peu économique, un peu compliqué. Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire sur comment ça fonctionne aussi ? Est-ce que tu as déjà aussi perçu des NAO qui fonctionnaient bien, en tout cas des tips qu'on pourrait donner? Je pense aux RH qui vont appréhender peut-être leur première NAO. Voilà. Pas un exercice facile. Et tu le disais, surtout, c'est intéressant parce que pas un exercice facile. L'an dernier notamment, donc c'est souvent en fin d'année en préparation des budgets de revue de fin d'année et début d'année. Donc c'est souvent contextuel, c'est souvent un sujet, la préparation des NAO, septembre, octobre, novembre, etc. Déjà, un des premiers conseils, c'est de faire en sorte que ce soit peut-être un sujet qui se prépare maintenant et pas que en octobre, novembre. Et difficile l'an dernier parce que... contexte économique difficile, mais inflation, donc hausse du coût de la vie, et avec beaucoup des gens qui se retournent vers leur employeur en disant « Ma source de revenus pour combattre l'inflation, c'est le salaire, et donc qu'est-ce que vous allez faire du côté des salaires ?» Donc très compliqué historiquement, l'an dernier les NAO, c'est toujours un sujet compliqué, et ça risque de l'être encore un peu cette année. Comment ça se fait ? Comment en fait ça se déroule ? Ça se déroule avec une entreprise qui va annoncer face aux représentants du personnel: voilà, nous, le budget que nous avons alloué. Voilà les mesures spécifiques que nous avons allouées. Nous avons un budget de temps pour la réévaluation annuelle de salaire. Nous avons peut-être prévu tel et tel budget pour la correction des écarts hommes-femmes, pour le rattrapage aux minimaux conventionnels, aux minimaux légaux s'ils ont évolué. De présenter un budget et de rentrer en négociation avec les instituts de représentation du personnel sur est-ce que ces budgets sont adéquats ? Est-ce qu'ils reflètent le marché ? Est-ce qu'il y a d'autres budgets qui doivent être débloqués pour d'autres tranches de la population, pour d'autres métiers, pour d'autres catégories ? Est-ce que les budgets de rattrapage hommes-femmes sont suffisants ? Qu'est-ce qui peut être fait pour telle population ? Et on rentre en phase de négociation pour essayer de trouver, pour trouver un accord sur le budget, les différents budgets, les différentes mesures, les différentes conditions qui vont s'appliquer pour les revues de salaire annuelles. Et je ne sais pas si, je pense pas qu'il y ait une spécificité absolue au NAO comparé aux autres sujets qui font lien avec les IRP. Il s'agit d'arriver bien préparé, avec les bons éléments à suggérer et d'arriver le plus informé possible. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de communication. Et c'est là un des métiers quand même où la préparation du plan de communication, des arguments, de l'information, etc. est essentielle. Après, moi, pour en avoir quand même conduit quelques-unes, je dirais que l'argent, ça reste quand même un vrai sujet chez les partenaires sociaux et ils sont là quand même avant tout pour ça dans l'année. C'est-à-dire tous les autres sujets, je les adore s'ils m'écoutent, mais enfin, GPEC, égalité, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut que ça se traduise par de l'argent sonnante et trébuchante. Sinon, c'est relatif. Et ce qui est plutôt rigolo... Ils sont attendus là-dessus aussi. Ils sont très attendus parce que pour eux, c'est du concret. Ils sont très loin des dispositifs de formation. C'est quand même pas le premier truc qui va leur sauter. Ils sont vraiment attendus sur ce côté un peu salaire, indépendamment des augmentations classiques du fait de l'inflation, notamment pour le SMIC. Mais ce qui est arrivé en tout cas dans ce que je peux moi avoir en tête, c'est que quand les notes de cadrage tombaient de la holding, c'était un peu la holding, on avait toujours le même montant qui oscillait quand même entre 1 et 1 à peu près, donc c'était quand même relativement peu, avec toujours cette démarcation entre enveloppe globale et enveloppe individuelle. Il fallait toujours trouver le bon compromis entre augmenter tout le monde, d'où la fameuse transparence absolue, et en même temps récompenser ceux qui bossaient plus que les autres. Donc c'est toujours un exercice de style un peu différent. Et chacun donnait sa requête. Alors la CGT, CFDT, alors on n'était bien pas d'accord. On avait 4%, 7%, 8%. Tu dis, il va falloir trouver un terrain d'entente, ça va quand même être long. Donc là, effectivement, c'est le jeu des négociations, d'essayer d'apporter les cadres, les non-cadres. Mais c'est vrai que cette politique de NAO, elle est très stressante pour les DRH et les équipes qui sont derrière. La partie
benchmark dont tu parlais tout à l'heure, en tout cas, moi, ce dont je me souviens, je trouvais qu'elle était insuffisamment faite, mais parce qu'en fait, on n'avait pas grand-chose. En tout cas, de mon souvenir à moi, enfin, peut-être que les DRH ne seront pas d'accord, mais on avait les mêmes études qui étaient méga génériques, qui sortaient des grands cabinets comme Michael Page, tout ça, mais en gros, passer les cadres. Et oui, je le dis, les DRH ne gèrent pas que des cadres. Je sais que c'est quand même fou. Mais les 2/3 des gens sont des non-cadres encore. Donc, ouvriers, employés, maîtrise. Et donc, il y a très peu de grilles de salaire qui te permettent de faire quelque chose d'un peu plus affiné. Et donc ça, c'est bien dommage. Et sur des secteurs qui ne sont pas vus comme glamour, auquel conseil, c'est bon, j'ai compris. Mais il y a plein d'autres secteurs, l'artisanat, le transport, et qui sont quand même aussi gros des troupes. Et je trouve que les DRH sont souvent, alors je glisse en même temps un mot à Figures, pour bien penser aussi d'aborder l'ensemble des secteurs et aussi l'ensemble des métiers. Parce que les RH, quand ils travaillent sur ces politiques de NAO, c'est aussi des arguments qui peuvent dire on est au-dessus de marché, on est en dessous de marché. Franchement, nous, c'était compliqué de se rendre compte où est-ce qu'on était positionné. Mais bon, c'est vrai que c'est un gros sujet qui est souvent sous-estimé et qui est peu évoqué. Mais non, le DRH, il n'a pas toujours une enveloppe qui est extrêmement extensible. C'est pas vrai en tout cas, de ce que j'ai pu en voir, c'est quand même pas la réalité. Non. Et surtout, il va se reposer sur plein d'autres dispositifs à côté. Mais souvent, on reste quand même focalisé sur ce pourcentage-là qui va tomber de 0,7, 1, 1,5. Bon, on a pris partie d'exclure des grilles, tous les cadres supérieurs, parce que c'est au-delà de je ne sais plus combien, 3, 4, 5%, je ne sais plus. Enfin, donc, mais néanmoins, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou aussi. La manière dont les négociations se passent, à l'instar de la rémunération, les RH en parlent finalement peu. C'est très tabou, on l'occulte. Okay. Ce n'est pas un sujet vraiment dans lequel on va forcément relayer comment ça se passe, et c'est bien dommage, parce que comme les salaires sont liés aussi, il y a un travail aussi d'évangélisation des partenaires sociaux, je pense, sur ces salaires-là aussi. Alors, du coup, est-ce que les IRP sont peut-être limite pas plus prêtes à cet exercice des NAO que les RH? Parce que finalement, ils ont quand même cette culture aussi de... Par exemple, les benchmarks, je ne suis pas sûr qu'ils les aient. Hein. Non, la plupart du temps, les benchmarks ne sont pas accès parce qu'elles sont payées par l'entreprise et à disposition de l'entreprise. Et souvent, pas toujours parfois partagées, parce que nous, dans l'expérience, on avait partagé certains éléments de benchmark à la demande des IRP, mais pas toujours. Et par défaut, non. D'accord. Okay. Et ça serait pour vous intéressant d'avoir, je ne sais pas si je peux dire des clients, mais des IRP qui décident de se dire, bah oui, pour nous, pour notre veille, j'entends des grosses boîtes évidemment, pour pouvoir pondérer, mais ça peut être aussi un allié pour les RH. Non, mais ce qu'on va le voir, c'est dans l'autre sens. Mais il y a des boîtes qui payent très bien. Et c'est un moyen de dire, honnêtement, penser qu'à l'extérieur, quand tu as avec une grille, tu dis, bah là, tu es payé 50% de plus. Ah bah oui. Et que si ton partenaire, ton IRP te dit, ton membre du personnel dit, bah honnêtement, oui. On a les mêmes chiffres. En tout cas, il y a un avantage à ce que tout le monde comprenne la même chose, les mêmes enjeux au même moment, et qu'on n'ait pas cette, tout cas, ce but déjà de faire un peu de pédagogie sans être dans le côté très genre je suis le RH, je suis pédant envers les IRP, mais en tout cas que chacun puisse comprendre aussi les enjeux économiques finalement extérieurs à l'entreprise pour que en cas de négo, on ne soit pas à parler de tiens on veut 10% et de l'autre côté alors ça va plutôt être 1,5, vous allez voir, on va rigoler. Est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas cet enjeu-là qui pourrait être intéressant finalement de donner finalement accès à ce genre de données aux IRP. Ça va arriver parce qu'on n'en a pas parlé trop forcément avec la transparence, mais il faut être conscient que le mouvement de marché va vers plus... Il y a le mouvement de marché et le mouvement juridique va vers plus de transparence. Donc, si on commence par le mouvement juridique, un peu initié aux États-Unis, donc 2 des États des États-Unis ont voté l'an dernier, en septembre et en décembre, Californie et New York, l'obligation pour les employeurs de diffuser les fourchettes de salaire sur les offres d'emploi. Donc un employeur dans ces 2 États-là doit afficher sur chaque offre d'emploi. Peu importe les emplois, tout emploi confondu. Tout emploi confondu, les fourchettes de salaire. Et c'est en train d'être voté dans 13 autres États supérieurs. En Europe, le groupe de travail sur l'égalité homme-femme en Europe, c'est de là qu'a émergé une directive qui a été votée ça arrive prochainement. Sur la transparence des salaires, qui comprend plusieurs mesures. Le fait que les employeurs ne vont plus avoir le droit... Alors déjà, directive, ça veut dire qu'elle a été votée, elle va être en place elle doit normalement être implémentée par chaque pays membre de l'UE dans les 3 prochaines années. Et donc, elle inclut ne plus avoir le droit de demander le salaire actuel aux candidats et candidates. Ah ouais. Demander les prétentions OK, les salaires actuels pas OK, notamment demander les bulletins pas OK. Énorme changement à venir. Droit d'information des salariés qui vont avoir le droit de demander comment je suis payé par rapport comparé à mes pairs. Alors, on ne sait pas comment les pairs, ça va être implémenté dans la loi française. Ça, c'est toujours la subtilité de ces lois-là. Est-ce que les pairs, c'est les gens qui sont en même condition d'écrire PE accent grave RE pour s'en sortir, c'est possible. Honnêtement, je suis assez curieux de voir comment ça va émerger. Obligation de prendre en place des mesures s'il y a plus de 5% d'écart avec égalité homme-femme. Et on y arrive au dernier. Obligation d'afficher les fourchettes de salaire sur tous les emplois mis en ligne. Ça va être une vraie révolution, ça, je pense. Ça va être une vraie révolution. J'avais vu effectivement quelque chose, je ne savais pas si c'était lié à ça, mais c'était un reportage sur les discriminations hommes-femmes et une femme qui avait demandé à obtenir
tous les équivalents de CODIR et elle s'est aperçue qu'elle a été payée 20% de moins et l'entreprise, en UK, avait l'obligation de fournir cette liste-là. Je sais pas si c'est lié à ça. Ils ont été assez progressistes là-dessus sur l'affichage des salaires hommes-femmes. Et ça va arriver ici, ça va amener plus de transparence. Et même avant que ce soit une loi, parce qu'on peut se dire, ok, peut-être que ça va être une loi à partir de pas l'an prochain, peut-être 2025. Mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je reprends un exemple de boîte tech, mais ça va arriver ailleurs que dans la tech, vraiment. Airbnb a dit, moi, si je suis obligé d'afficher mes fourchettes de rémunération dans l'État de Californie et de New York, je vais le faire partout aux États-Unis. Bien sûr. Oui, et si je le fais partout aux États-Unis, je vais le faire partout dans le monde. Microsoft a annoncé de même. Et en fait, il va y avoir de plus en plus d'employeurs. Moi, je parlais à un DRH d'une entreprise française, 4000 employés. Il a vu la directive, il a dit moi j'ai pas envie d'être dans les retardataires. Ouais, je comprends. Mais ça fait je vais être dans les premiers. Dans un an, on affichera les fourchettes. Mais on n'en a pas parlé tant que ça, si, ou c'est moi qui suis passé complètement à côté. Alors ça non, sur les on réseaux. est plutôt sur la transparence à niveau égal. Ça depuis mars, parce qu'il y a quelque chose qui est passé, je sais plus de quel cours. C'est quand même dingue, je trouve. Cours de cassation, je crois. Non, c'est pas. Mais c'est pas. Non, c'est pas. C'est très impactful. Enfin, je veux dire, ça a quand même une vraie répercussion. Mais vous inquiétez pas que les entreprises du CAC 40. Donc nous, on a commencé à bosser avec les startups. Maintenant, on bosse de plus en plus avec des grandes entreprises dans le CAC 40. Moi, j'en ai parlé à 5 directeurs, directrices de rémunération d'entreprises du CAC 40 dans les 2-3 derniers mois. Ils sont très, très au courant et plutôt très paniqués. Parce que si on doit afficher des fourchettes de rémunération d'ici 3 ans sur toutes les offres d'emploi, je prends un exemple d'une des entreprises, 100 000 salariés à peu près, il y a 40 personnes qui connaissent ces fourchettes de salaire actuellement sur 100 000 personnes. Et parce que pourquoi je parle d'employés alors qu'on parle de candidats ? Parce que si on l'affiche en externe, on va pas afficher en externe les fourchettes de salaire si les salariés ne sont pas au courant des fourchettes de salaire applicables par poste en interne. Donc ça veut dire que ce qui attend ces entreprises-là, c'est qu'il va falloir communiquer sur les fourchettes de salaire en interne, à commencer par la direction, puis les managers, puis les employés, et puis les mettre sur les fourchettes. Parce que si on ne communique pas en interne, forcément, dès qu'il y aura une offre d'emploi qui va arriver, ça va être un peu la guerre de savoir pourquoi l'offre d'emploi qui vient d'être diffusée à 60K alors que je suis qu'à 48. Quoi. Ça, c'est mais clair donc, une de ces entreprises du CAC 40 a déjà commencé les formations managers parce que la directive, on savait qu'elle allait être votée, depuis le début de l'année. Formation manager sur l'affichage de ces fourchettes de salaire, en vue de le faire pour tous les managers, puis en vue de le faire aux employés, pour en vue de le faire. À mon avis, pour les emplois peu qualifiés, honnêtement, ça m'inquiète pas. Parce que comme honnêtement, tu es sur les mêmes braquettes, c'est-à-dire que ça va être, on va dire, 25-30, tu vas prendre la fourchette. C'est pas vraiment là, le combat, il se joue peu là. Il va se jouer en revanche sur les emplois où il y a moins de gens, où c'est vachement plus facile d'identifier qui est sur quoi. Donc, et après, si tu veux, on va revenir à séduire des gens. Ça va être compliqué du coup de séduire des gens si tu sais que tu dois mettre tu vas pas récupérer les meilleurs. Parce qu'après, c'est un jeu de management. Quand tu as une échelle de salaire où tu dis, je suis entre 60 et 80. Bon, je dis n'importe quoi, pour l'exemple. Et t'as un mec qui est super bien, qui est à 85. Mais en fait, il va même jamais postuler. Tu vas dire, mais t'as mis ton échelle. Manifestement, c'est pas négociable, puisque sinon, ça va sortir de ton bracket. Ça va faire comment ? Donc, je trouve que c'est encore un truc un peu théorique. Je trouve l'idée bien de la transparence, mais pour moi, on le prend un peu à l'envers. J'ai l'impression que c'est pour éviter la discrimination, mais le combat, c'était la discrimination. Et du coup, pour forcer un peu les boîtes, on va dire, développer tout. J'espère que le remède n'est pas pire que le mal en soi dans la mise en place du dispositif et que ça ne va pas attiser plutôt les règlements de compte internes. C'est après, ça mais je comprends l'idée. Par exemple, quand on parle de diffuser les salaires à niveau égal, qu'est-ce que c'est à niveau égal ? Est-ce que c'est par rapport aux compétences, par rapport au poste ? Et là, je pense que ça va être un vrai enjeu stratégique RH, c'est-à-dire dans le scénario tout mignon, c'est-à-dire on va vraiment être transparent et dire tous les membres CODIR sont censés être sur la même ligne, ou est-ce que finalement un directeur financier a la même puissance peut-être financière qu'un DRH. Là, c'est exactement ce qui dans le cas anglais. Honnêtement, elle là, avait perdu le cas en fait. Elle a perdu sa maison. En fait, elle avait hypothéqué. L'histoire, elle se finit pas bien pour elle. Alors, elle retrouve après un job, mais ça a duré 3-4 ans, des frais de justice. Et en fait, elle a eu du mal à exposer que son poste. On lui a dit en gros. Limite, elle n'aurait même pas dû être au CODIR, vu les responsabilités qu'elle avait. Elle a eu des attestations contraires. C'était une horreur. Ça a pris 3-4 ans. Moi, je ne connaissais pas cet accès aux données. Néanmoins, on voit bien que l'entreprise, elle a fonctionné avec ses vieux réflexes, qui est de se dire, en fait, non, parce que philosophiquement, on n'est pas OK avec ça. Donc, c'est là où ça va être intéressant, parce que de toute façon, on a toujours bougé les lignes, donc il n'y a pas de raison de ne pas les bouger encore une fois. Je trouve que c'est intéressant de voir la politique d'Airbnb qui est peu connue, je trouve, ou qui n'a peut-être pas été communiquée. Non, mais ça arrive. En fait, les dominos tombent là maintenant, ça va arriver. Mais pour aller dans le sens de la législation, moi, je vais encore pour et contre, dans le sens de la législation, on a fait une étude auprès de nos clients, auprès de 600 de nos clients qui nous ont partagé le degré de transparence dont j'évoquais tout à l'heure, les 4 niveaux. Ceux qui ne sont pas transparents, ceux qui sont transparents sur leur politique, sur leur grille, sur leur processus, sur leur grille et sur les salaires individuels. Et quand on a corrélé ça, parce qu'on a les données de tous ces clients-là, donc on a les données de 1200 clients, aux écarts de salaire homme-femme à poste égal, qu'est-ce qu'on voit ?
Quand on prend les boîtes non transparentes, c'est 4,5% d'écart de salaire à poste égal dans le donné. On regarde les boîtes qui sont transparentes sur la politique, c'est pas beaucoup. La réduction n'est pas énorme. Quand on prend les boîtes qui sont transparentes sur la grille, on arrive à quelque chose comme 1,2% d'écart à poste égal, qui est bien plus faible que la moyenne nationale. Quand on prend les boîtes qui sont dans la transparence absolue, il est nul. Et donc, ça sous-entendrait que plus il y a de transparence, moins il y a d'inégalité de salaire, ce qui va dans le sens de la mesure. Néanmoins, je pense qu'on ne voit pas encore potentiellement tous les effets de bord, mais si cette mesure-là de la transparence salariale vient de ce groupe d'études sur l'égalité homme-femme, c'est la croyance que plus d'informations réduit cette inégalité d'informations entre les employeurs qui savent tout et les candidates qui ne savent pas, qui laissent trop de place à la négociation. Quand il y a beaucoup de négociations, ça bénéficie aux hommes en moyenne bien plus. Oui, ça c'est sûr. Ça, on en parlait dans l'épisode. Ça suravantageait les mêmes profils. Ça, c'est évident. Et puis, je pense que ça va aussi favoriser un peu la philosophie de la rémunération et comment on interprète aussi, c'est ce que tu disais finalement au début, c'est comment on va aussi interpréter, infuser cette stratégie de rémunération dans une entreprise qu'on a tendance un peu parfois à l'oublier. Et je pense que ça va vraiment être intéressant. En effet, ça va sûrement avoir des lendemains un peu difficiles pour certains. Comment sont fixées les grilles de rémunération? Alors c'est rigolo parce que j'avais assisté à demander d'intervenir sur la manière dont on avait construit une grille de rémunération. Donc moi j'intervenais parce que j'avais travaillé ça dans un groupe. Il y avait une start-up. Pareil, je tairais le nom, je jetais beaucoup de noms. Et elle nous avait expliqué comment elle avait construit sa grille. Je trouve qu'il y avait un côté qui était très bien fichu. Donc ils n'étaient pas très gros, mais avec une volonté de transparence, avec des primes pour les congés paternité, ou même ceux, c'était bien plus rallongés, des augmentations de salaire pour ceux qui étaient en province. Un truc qui était hyper élaboré, hyper chiadé. Tu sens qu'il y avait de l'argent. Et alors moi, j'avais dit, c'était pas du tout comme ça que c'est passé. Moi, c'était une fusion de boîtes. On m'avait dit, en fait, il faut faire l'économie et il faut que tu te débrouilles pour que derrière, quand tu fasses tes coefficients, moi, je faisais mes simulations de coûts. Et je me suis dit, on vit pas dans le même pays là. Enfin, clairement pas. La réalité, c'est que nous, la masse salariale était un poste important où j'étais. Et donc, chaque point comptait. Ça comptait les charges, tout ce qui se rajoute. Et donc, j'en ai pas fait un truc philosophique. Moi, mes seuls combats, c'était... Il y a des gens qui étaient exclus des grilles. Déjà, parce que ça rentrait pas dedans. Et donc, ceux qui étaient présents, je faisais un calcul. Donc, en gros, j'avais une enveloppe d'1,5 million, 2 millions, je sais plus. Mais il fallait pas que ça bouge. Sur 1500 salariés, c'était pas beaucoup. Et donc, je me suis dit que dans la Constitution, il y avait un côté que j'avais trouvé, encore une fois, un peu théorique, qui était très gentil, mais parce que un peu start-up, un peu l'argent. Et moi, désolé, mais moi, la masse salariale, c'était le premier poste d'éponge. J'avais pas d'argent à mettre là-dedans et il fallait pas que ça coûte. Et donc, mécaniquement, quand tu construis ça, tu te dis, j'adorerais faire ce que tu as fait. Mais je pense que malheureusement, je suis plus représentatif d'économie que tu l'es. Et en fait, il y avait un côté, comme il y avait beaucoup de personnes présentes, il y avait beaucoup de jeunes qui se sont dit, donc c'est formidable, créer une politique de rémunération, il y a un côté très aspirationnel. Et derrière, on augmente tout le monde parce que elle, et ça nous a été dit par un autre épisode, c'était Lucas, donc je peux le dire, dès qu'il y avait des gens qui arrivaient, en fait, ils rééchelonnaient, parce qu'il y avait une analyse tous les trimestres, les rémunérations en fonction des nouveaux entrants. Donc si ta grille est à 40, t'as un mec qui arrive à 45, bam, tout le monde remonte à 45. Je sais, mais qui sont ces gens? Moi, c'était pas ça du tout. Et en off, les RH de grande bout te disent, nous non plus. Enfin, c'est évident que non, la masse salariale étant élevée. Donc, il y a quand même des décalages dans la construction, je trouve, de ces grilles, qui fait que c'est pas les mêmes réalités. Et que je trouve que faire attention à pas non plus faire fantasmer des gens sur des choses que les DRH qui vivent actuellement des situations si compliquées. J'ai mis autant de RH en burn-out et avec une santé mentale, on en parlait d'ailleurs au HRD, des choses qui peuvent pas conduire, parce que la DG, c'est pas là-dessus qu'elle les attend. C'est clair. Non, mais t'as raison, c'est des contextes différents. Comment construire une grille? Oui, si on construit une grille, on a une start-up qui n'a aucun objectif de devenir rentable de 40 personnes, ou en tout cas pas à court terme de 40 personnes, on ne construit pas la grille de la même manière que l'on fait dans une entreprise dans des contextes difficiles avec 1% de budget sur les prochaines NAO et avec un budget d'ajustement limité. Et dans ce cas-là, on part de l'existant, on essaye de regarder l'équité interne au maximum, on regarde les minima conventionnels, les minima légaux, on regarde et on essaye d'être tactique on fait des grilles qui sont aussi des grilles que l'on peut se permettre. On part beaucoup de la contrainte de budget, c'est-à-dire que quand on fait les grilles, on regarde l'envers de la médaille en temps réel, disant si je bouge cette grille-là, qui va finir en dessous de la grille et qu'il va falloir que je réajuste, on regarde de l'autre côté de la médaille en disant d'un seul coup ça me prend tant de budget, peut-être qu'on va pas le faire maintenant, peut-être qu'on va le faire un tout petit peu maintenant et on le fera sur 2 ans, sur 3 ans, des corrections de salaire sur 3-4 ans. Et c'est ça où c'est pas le même, je vais dire art ou science, je suis pas sûr que c'est le bon mot, mais c'est pas le même métier en fait. C'est vraiment pas le même métier de faire une grille de salaire pour une entreprise de 50 que pour une entreprise de 20 000 dans un secteur. Et c'est comme c'est pas la même chose de faire. Moi, j'ai fait des revues de salaire avec 1,2% de budget dans des secteurs industriels. Et après, je suis allé faire... j'ai connu après le boom de l'énergie de l'oil and gas chez Technip.
Et puis ensuite, la tech chez Criteo, on avait des budgets de 6 à 7% annuels. Ah oui. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes mesures, c'est pas les mêmes moyens. Oui, non, bien sûr. Voilà. C'est pas la même chose. Je te laisse du coup. Je pense qu'on va peut-être rester sur la partie grille et finalement, quel conseil tu donnerais à un DRH, RRH qui va devoir construire une grille des salaires, peut-être aussi dans un contexte difficile. Je pense qu'on l'oublie aussi un peu souvent, c'est autant construire tous les ans, ça peut être sympa, autant dans un contexte qui est encore moins sympa, est-ce que c'est finalement plus compliqué que ça n'y paraît, ou est-ce que c'est... Non, mais on en a pas mal parlé là maintenant sur le construire sa grille, ça dépend pas mal du contexte. C'est dur de dire déjà ou une DRH, quel type de boîte, quel métier, quels moyens, quels objectifs. C'est déjà de le faire, on l'a dit, c'est de le faire, je pense, un peu aligné avec la volonté d'entreprise et aligné en fait franchement avec les moyens de l'entreprise, parce que c'est très beau de faire des plans sur la comète si on n'a pas les moyens de s'aligner avec sa grille, mais en tout cas la faire. Parce que ce qui est un point important, c'est de se dire ok, j'ai pas de moyens, donc qu'est-ce que je vais me lancer dans une grille de salaire si j'ai pas forcément les moyens de faire en place une politique, c'est pas la priorité, etc. Faire une grille de salaire, ça sous-entend pas augmenter tout le monde, ça sous-entend commencer à créer des règles qui permettent de gérer, de prendre des décisions autour des salaires de manière plus structurée, normalement de manière plus biaisée, normalement de manière plus équitable. Et ça, c'est important de le souligner, c'est vrai qu'on n'est pas dans à chaque fois, quand on parle toujours, en tout cas les salariés, toujours cette sensation, on crée une politique de salaire juste parce qu'on veut augmenter, quoi. Alors qu'en fait, juste le fait de structurer, ça permet d'avoir une visibilité, de savoir où on est, de prendre des décisions, comme tu dis, et surtout peut-être aussi donner, je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer le sujet, mais comment on peut aussi donner la main au manager aussi, et la puissance qu'on peut avoir sur l'équipe managériale, ou comment on peut leur donner finalement cette puissance-là. Exactement, c'est donc de structurer, de donner des règles du jeu claires qui permettent de prendre des décisions plus objectives, plus informées, plus structurées et donc plus équitables, et de pouvoir déléguer ce pouvoir de décision à potentiellement des équipes de recrutement, potentiellement des managers, pour qu'ils aient des règles en tête. Voilà la fourchette, voilà les règles, voilà comment on essaie de prendre des décisions équitables. Et si on ne le fait pas, on perd en efficacité, on perd en inéquité. Et moi, j'aime bien ce terme et là, pour le coup, même très tôt dans la vie d'une entreprise, de dette salariale. C'est-à-dire que plus tôt on recule ces moments, on va créer ces règles du jeu, on va créer cette grille de salaire, plus on risque de prendre des décisions qui sont salariales, qui ne sont pas objectives, et qui vont contenir des biais, qui vont être potentiellement inéquitables. Et plus on se crée cette dette salariale, plus on se crée quelque chose qu'il va falloir gérer dans le long terme. Des écarts de salaire injustifiés, homme-femme ou pas homme-femme, à poste égal, etc. Et si on remet encore une fois, et je ne veux pas revenir dessus, mais le contexte, c'est parce qu'il faut quand même rappeler ça, ce contexte de plus de transparence salariale, ça ne veut pas dire que demain, dans un an, tous les salaires sont transparents, mais on va devoir plus en plus, en tant qu'entreprise, devoir rendre compte de ses actions quand il s'agit des salaires. Plus on se crée de l'inéquité, plus on se crée cette dette salariale, puis à un moment donné, elle va devoir se payer. Et donc, il faut la caler le plus tôt possible. Et donc, en fait, la première décision, c'est de le faire, d'être réaliste, de créer ces systèmes-là, de créer ces fourchettes de salaire, de créer ces règles, d'être honnête avec soi-même sur qui est trop en dessous, qui est trop au-dessus, quelle action mettre en place avec le budget disponible, il faut le faire. Et justement, donc, dans cette et de transparence, et je pense aussi d'anticipation, parce que c'est aussi intéressant parfois de dire le combat, là, n'est pas forcément la transparence, moi RH, mais ça peut être de l'anticipation, parce que je sens que je décroche du marché, je sens que j'ai moins de candidats, il y a un truc qui se passe. Quels sont chez Figures les secteurs qui sont représentés? Est-ce que tu dirais honnêtement, ils sont quasiment tous présents? C'est-à-dire si je prends la banque, l'industrie, le conseil, l'agro, ils sont quasiment tous là. Donc il y a quand même un spectre. Ou est-ce qu'il y a encore un ou deux secteurs où tu te dis, bon là, on est un peu moins présent, la santé, n'importe quoi. Ou globalement maintenant, ça fait combien de temps maintenant que Figures est 5 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Moi, je double. 2 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait une vitesse. Est-ce que tu dirais que tous les secteurs sont représentés ou il y a encore un ou deux secteurs? Tu dis là, on est un peu court, on couvre quasiment 90%, mais il y a encore d'autres secteurs. En revanche, pour les autres, n'hésitez pas à venir parce que je pense que ça peut être aussi des moyens d'alerte d'une direction générale. Car quand le RH a moins de candidats ou il y a du turnover, parfois, c'est compliqué d'avoir des données parce que tu te fais au doigt mouillé. Tu te dis, ils partent. Je crois qu'on est en dessous du marché. Mais je crois vous en savez quoi? J'en sais rien, j'imagine. Quand tu as des données objectives, je trouve que c'est plus facile de dire honnêtement, voilà le décrochage. Et ça fait 3 ans qu'on suit, 2 ans et demi. On décroche année après année. Donc là, on arrive on était à 5-7, puis 10, maintenant on est à 15-20. Et donc ça se voit finalement. Donc est-ce que toi, tu vois que ça peut être aussi un outil d'anticipation? Est-ce que tu dirais que les secteurs sont tous représentés quasiment? Ou il ne faut plus grand-chose? Il y a encore des sous-représentations à ce stade? Non, parce qu'en fait, on s'est vraiment lancé dans le monde de... évidemment, tu le disais tout à l'heure, c'est intéressant dans le monde où le talent est le plus pénurique, le plus demandé, donc être au bon salaire est le plus important dans le monde de la tech. Oui. Donc on s'est lancé dans le monde de la tech, et on fait pour l'instant des percées. Bon, on a fait le jeu vidéo, là on a fait la banque en fait,
pas mal. On a beaucoup poussé dans le secteur de la banque. Et en fait, principalement, c'est ces secteurs-là. Et après, on est dans des acteurs. On a 25% quand même du CAC 40 qui travaillent avec nous. Mais souvent, c'est pour leur métier de la tech. C'est-à-dire qu'on peut être juste pertinent pour leur métier de la tech. Mais on peut rentrer dans différents secteurs. Comment on se base nos données de marché en allant chercher l'information dans le système RH de nos clients, de manière complètement sûre, GDPR, RGPD, etc., compliant, il n'y a aucun souci. Il nous faut qu'il y ait suffisamment de clients d'un secteur qui viennent en disant « Ok, nous, demain, on veut faire le secteur de l'automobile, il faut qu'on ait 3, 4, 5, 6 acteurs qui viennent nous faire confiance en même temps, qui nous donnent les données pour avoir les premières données. » Donc c'est dur de rentrer dans un... Comme ça a été dur de lancer les nouveaux pays, parce que quand on est allé en Allemagne, on dit on a un super outil de benchmark, qui est le meilleur que vous avez jamais vu, c'est vraiment le meilleur que vous avez jamais vu, mais on n'a pas de données. Ouais, je comprends. Et donc les entreprises, je ne vais pas bosser avec vous s'il n'y a pas de données. Mais si personne ne bosse avec vous, c'est long, c'est le serpent qui se prend la queue. Ça fait la poule est compliqué. Néanmoins, pour répondre à l'autre partie de ta question, évidemment, c'est quand dans un domaine, c'est génial quand on va demander à nos clients, le plus important, et ça fait écho à un point que tu avais plus tôt, c'est la plateforme très bien, super utile, etc. Mais c'est ce côté tiers de confiance. Nos meilleurs clients, c'est les clients qui, chaque année, vont dire... Et maintenant, en NAO ou aux IRP, auprès des salariés, en fait, regardez notre positionnement marché dans figure. Regardez, en fait, on va prendre ces actions-là parce que, d'après le marché, il y a sur ces métiers-là, on est un peu en retard par rapport au marché, on a glissé par rapport au marché, donc on va prendre des actions, on va prendre tel budget. S'appuyer sur une source externe de vérité sur laquelle ils ont confiance, ça change le rapport, parfois aux IRP, parfois aux salariés. Oui, parce que souvent, l'inflation, c'est le truc qu'on utilise, c'est un truc objectif. Mais après, pour le reste, finalement, il n'y avait pas grand-chose d'objectif. Et là, compte tenu de la manière et de la méthodologie, c'est pas un truc au doigt mouillé parce que le pire, c'est le déclaratif. Oui. Parce que ça, on a tous fait à la fin sur des études. Donc, du coup, chaque année, c'est un peu bullshit. Exactement. Tu dis, mais je dois être le seul Borel parce que j'ai pas du tout le salaire qui est affiché. C'est quoi le concept? Et en fait, non, c'est juste que tout le monde ment. Donc, à toi de mentir. Alors que là, ce que je trouve dans la méthodologie, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le cas. Ce sont des données qui sont fiables à 100% et qui permettent vraiment de se reposer. Ça permet aussi d'éviter des fantasmes. Parfois, il y a des RH qui pensent à contrario, dire honnêtement, je pense qu'on a la rue. Et quand tu regardes, moi, je pense notamment, parce que je travaillais aussi dans un secteur qui était l'opposé, j'étais dans le luxe, complètement l'opposé, et en fait, qui payait bien mieux que le marché. Et donc, c'est aussi un moyen de valoriser, notamment par les BSI, qui sont des bilans sociaux individuels qui permettent de regrouper l'ensemble des données d'un salarié. C'est aussi important que l'entreprise puisse valoriser sa politique de rémunération de manière la plus objective et équitable et qu'elle en fasse un vrai outil. Et souvent, je suis parfois assez frappé d'avoir des entreprises un peu contraintes comme ça qui disent non, on fait pas. Je dis si, vous faites vachement de choses, vous vous mettez mal en avant. Ouais. Et est-ce que justement, avec ces outils, l'idée demain, c'est travailler avec des outils qui font aussi des BSI parce ou c'est peut-être demain développer, peut-être d'aller vers ça parce que je trouve que c'est insuffisamment utilisé. Je sais pas si vous le faites. Ou tu vas le faire peut-être? Non, je compte pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis pas, c'est pas peut-être pas forcément ma priorité du moment. Je comprends. Non, mais c'est vachement bien quand même. Comme sans faire de la pub, pour le coup, PayFit, mais d'une autre manière, à vulgariser le bulletin de paye et en mettant plutôt des diagrammes, il y a quand même cette vulgarisation qui a permis, en tout cas, de faire comprendre aux collaborateurs, par exemple, quand on passe du brut au net, c'est pas forcément en lien direct, mais de faire comprendre aux collaborateurs que quand on dit t'as 3000 bruts, c'est pas la même chose si on te demande 3000 nets, on va pas se mentir. Mais du coup, ça a permis de faire comprendre aux collaborateurs, entre en fait, il y a des cotisations que le salarié paye, mais aussi l'employeur. Et du coup, ça a permis en tout cas de vulgariser et de mieux appréhender en tout cas la rémunération. Mais c'est super important parce que, donc pour répondre à ta question, on le fait en interne. Parce que nous, on a fait un outil qui était très pour les RH. Maintenant, il est de plus en plus pour les managers parce qu'on permet partager l'accès aux fourchettes de salaire de manière sécurisée aux managers, c'est ce qu'on fait. Et demain, on veut être l'outil pour les employés aussi, pour qu'ils aient accès exactement ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec toi à 200%. Les gens ne comprennent pas leur salaire, ne comprennent pas leur package, ne connaissent pas leur package, donc le valorisent mal. Et on revient sur ce qu'on disait en tout début, dans un contexte français où en fait on a des piles et des piles de le salaire, le 13e mois, la participation, l'intéressement, la prime ancienneté. Les gens ne sont pas au courant qu'ils l'ont. Ou sont au courant mais ne comprennent pas et donc ne valorisent pas. Complètement. Et ce qui est dingue, par exemple, c'est un mécanisme comme... Et après, des fois, c'est la faute de l'historique parce qu'en fait, c'est des grandes entreprises qui ont accumulé des décisions et des packages qui deviennent des énormes monstres de décisions qui viennent s'empiler, donc c'est dur à comprendre. Mais donc, le bilan, le BSI est un moyen de l'expliquer. Mais aussi, franchement, c'est aussi des fois des mécanismes qui ont été dénaturés dans le temps. Par exemple, le concept de l'accord d'intéressement est absolument génial. L'idée de dire on va intéresser tout le monde au succès de l'entreprise. Mais en fait, quand vous posez une question à une salariée du n'importe quel groupe du CAC 40 sur le plan d'intéressement, ils en ont quasiment tous. Est-ce que vous connaissez
les mesures de succès de votre plan d'intéressement. Ce que vous savez, personne ne comprend. C'est Non, non, c'est je vrai, sais c'est si vrai. je l'ai ou je l'ai pas. Alors qu'à la base, C'est vrai. fait de manière simple, c'est dire on va définir 1 ou 2 indicateurs de succès de la boîte qui sont tel truc. Je suis d'accord. Et ça aligne. Nous, par exemple, j'ai mis un plan d'intéressement assez tôt dans la vie de l'entreprise en interne. Il y a 2 mesures de succès. 2 mesures de succès. Il y en a une qui est sur le chiffre d'affaires et il y en a une qui est sur le taux de satisfaction de l'utilisation produit. Et bien en fait, ça aligne toutes les équipes de si à la fin de l'année on fait ça, voilà ce que ça veut dire pour vous. Il y a un fichier d'ailleurs qui vous permet de simuler en fonction du taux d'atteinte de notre résultat ce que ça veut dire en prime pour vous. Ça, c'est un élément motivant, compréhensible, etc. Mais le plan d'intéressement n'en est plus un. Et le BSI est un super outil pour ramener sur le devant de la scène. Mais en fait, si toi tu nous dis que tu es à 50 et que quelqu'un t'a proposé 52, mais en fait, cette boîte-là t'a proposé 52, est-ce que t'as oublié que t'avais ça? Est-ce que mais t'as oublié qu'avec complètement. le temps de travail chez nous, en fait, t'as 10 jours de congés supplémentaires qui Ouais, font moi, que je suis, rapporté au temps de travail, ça se trouve, c'est le même salaire. Les gens l'oublient. Et la plupart des gens ont tendance à rajouter des outils de rémunération plutôt que de se dire on va mieux expliquer ce qu'on a actuellement. Et on le voit vraiment. Enfin, sur déjà, quand on fait du recrutement, quand on demande déjà le package, déjà, c'est en fixe. Voilà. Après, c'est le brut, le net. Et même en interne, où là, pour le coup, moi, je fais vraiment de la pédagogie en disant certes, peut-être que votre fixe vous plaît pas. Néanmoins, il y a ça et en plus. Des choses qui sont obligatoires, des choses qui ne le sont pas. Je pense aussi d'expliquer le fait que ce soit aussi obligatoire, ça permet aussi de montrer que déjà, il faut avoir confiance en nous sur l'idée qu'il y ait une conformité, une compliance clean. Pas souvent, parfois le cas, on va pas se mentir. Et surtout le côté après, sur ce qu'on a pu mettre aussi en place. Et ça, c'est important en tout cas de le valoriser. Et en tout cas, je pense que le RH a ce rôle de pédagogie pour pas forcément pour dire, voyez, on vous paye bien, mais plutôt pour le côté. Parce que c'est pas vrai. Ce que vous devez savoir finalement. Peut-être pas, mais en tout cas. Je plaisante. Non, mais ça peut être aussi un constat finalement de se comprendre qu'il y a peut-être aussi des ajustements à faire. Mais pour moi, ça me permet vraiment de comprendre aussi un peu ta stratégie RH, de dire là où tu en es, quoi. Et ça, c'est important en tout cas que tout le monde puisse comprendre aussi au même niveau, en tout cas, d'information. Alors du coup on en a un peu parlé, mais c'est l'une des dernières questions en tout cas qu'on a sur ce point-là. Est-ce que c'est toujours vrai que le salaire reste tabou en France ? Sous-entendu, ailleurs, dans le monde entier, ça serait le truc dont on parle comme ça entre la poire et le fromage. L'expression quand même, j'en emploie quelques-unes de temps en temps, il n'y en a pas eu. C'est la première de ce podcast. J'ai le droit. Généralement, ça arrive plus tôt. Ouais, plus tôt. C'est un peu plus j'ai un peu poussif, je suis un peu mou là. en expression. Et là, c'est vrai que je suis limite je suis un peu déçu. Ça arrive seulement. Ça arrive un peu tard. Est-ce que c'est un truc... Est-ce que tu vois la différence entre une nouvelle génération, parce que tu parlais notamment des tendances de transparence, et on pourrait imaginer que chez les jeunes, c'est beaucoup moins tabou le salaire parce que la tendance, ou est-ce que tu dis, non, c'est quand même très culturel cette histoire? Pas de data sur le côté générationnel, même si je pressens que ça l'est, et qu'en tout cas, dans ce qu'on voit et quand on discute avec des DRH, ils le disent, qu'il y a de plus en plus de gens qui disent, en fait... vous me demandez mes prétentions, mais expliquez-moi à quoi j'ai droit, comment ça marche la politique de salaire chez vous, etc. Alors qu'il y avait c'est des questions qu'on ne posait pas avant. On ne pouvait pas poser. On ne posait pas. Donc, mais pas de data là-dessus. Par contre, beaucoup de data sur... Je vous disais, on a demandé à une grande majorité de nos clients quel degré de transparence vous avez. Et nous, on a des clients principalement en Europe. Donc, on a vu ces différences. On a vu les différences. Et donc, pour répondre à la question, plus on va dans le nord, plus il y a plus il y a de degré de transparence ouvert, plus il y a de transparence pour les pays anglo-saxons, les pays nordiques. Mais même dans le quotidien, c'est-à-dire que même à un dîner, ça se fait de dire, au fait, t'es payé combien? En Suède, n'importe qui peut aller demander le salaire net imposable de n'importe qui. C'est culturel comme ça. Ok. Bon, après, toi, tu reçois une notification que j'ai demandé ton salaire. Donc c'est assez intéressant comme jeu. Il y a assez. Donc moi, si je devais chercher ton salaire, tu vas recevoir une notification comme quoi Virgile Rinjard a cherché ton salaire. Oh mon Dieu, quelle horreur. C'est Black Mirror. C'est un peu l'angoisse. C'est complètement Black. C'est super intéressant. Mais ok, mais du coup, à un dîner, par exemple, t'as un afterwork, tu demandes à quelqu'un, by the way, t'es payé combien? Spontanément, la personne, peut-être pas à 100%, mais elle va te répondre. Bien plus, okay, en effet, que les pires pays là-dedans, c'est la France, mais pire que la France, il y a l'Allemagne. Ah oui. L'Allemagne est encore. Tu vois, on le dit pas. C'est bien de le dire. L'Allemagne est pire. L'Allemagne, disons-le. Non, mais n'ayons pas peur des mots. Ils sont encore plus tabous que nous. Et ce qui est intéressant et paradoxal en France, c'est que dans l'écosystème très start-up, par contre, on est reconnu même en dehors en Europe comme un des écosystèmes dans lequel il y a plus de transparence absolue des salaires, parce que en fait, ça remonte à des anciens exemples d'une startup qui s'appelait Captain Train, puis même Captain Train, etc. ont été transparents et ont lancé cette mouvance auprès de l'écosystème français. Donc il y a des Anglais, des Allemands, des DRH CEO
anglais, allemands ou dans les Pays-Bas ou ainsi présent qui disaient ouais mais vous en France vous faites ça beaucoup la transparence des salaires. Et ce qui est vrai que dans le microcosme c'est paradoxal. C'est en France rigolo. on a été un berceau de la transparence salariale absolue. Ah ouais. Alors que culturellement, Je quand on le regarde les perçois- chiffres notre Pour le coup, enquête, je le on sait perçois beaucoup pas plus tabou, beaucoup, ouais. moi. Je le perçois pas beaucoup dans l'écosystème startup, mais. Oui, c'est parce que tu. Bah parce qu'il y a encore des acteurs comme Alan, en partie Shine, historiquement la Payfit, il y avait eu Algolia qui avait une belle succès, qui a été transparent sur le salaire pendant très longtemps, Captain Train, alors que des exemples comme ça dans d'autres écosystèmes, et notamment en Allemagne, Ça n'existe pas. ça n'existe pas. Et donc ils sont D'accord. fascinés par ça. Alors, Ok. mais culturellement, Bon, bah, ok. Les Bah, écoute, Allemagne, mauvais élève, les vous plus nous mauvais répondrez si vous nous écoutez, si vous voulez bien nous mettre votre salaire en barre de rémunération, même en commentaire. N'hésitez Ouais, pas à mettre en en brut commentaire. ou en net. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup, mais pourquoi pas. Ça, c'est la partie de Pierre, là. C'est l'heure de On va passer, je terminer pense, sur- à la dernière partie, partie. On va pas parler de rémunération. Ou alors, on peut peut-être dire nos salaires respectifs, non? On va y réfléchir. Non, on va peut-être passer à autre chose. On a toujours l'habitude, en tout cas, de poser des questions pour mieux connaître, en tout cas, notre invité ou nos invités. Et on va passer par la première question. Quel est le plus grand défi que tu aies relevé? Qui peut être pro, perso. le perso, plus ouais. grand défi que j'ai relevé, je vais faire au-delà de la réponse bateau de la parentalité peut-être. Non, bah, en vrai, c'est l'entrepreneuriat quand même. Franchement, l'entrepreneuriat Moi, j'ai toujours dit, c'est intéressant parce que je sais pas votre perspective là-dessus. Moi, j'ai dit, je ne créerai jamais de boîte. Moi, je suis un RH. Un RH, c'est une fonction support. Je suis là pour supporter. Des leaders, quoi. Je serai jamais un leader, jamais créer une boîte, être dans cette C'est position-là. vrai que naturellement, etc. tu penses pas. En tout cas, tu te sens pas la fibre, en tout cas. Jamais. Et en fait, j'ai dit, au-delà de pas la sentir, j'ai dit, jamais je le serai. Il faut être complètement fou. En même temps, je suis le Donc, seul comme à ça. pas l'être là, pour le coup, entrepreneur. Donc, Tu es un contre-exemple, Pierre. voilà. Et c'est vrai que je compte pas l'être. À non quand le grand saut, peut-être? Non, je me sens pas prêt. Pourtant, c'est pas un gros défi. Enfin, en tout cas, ça reste un gros défi, mais je me sens pas, voilà, toutes les armes pour le faire, quoi. Ok, merci. Deuxième question, si tu pouvais aller dîner n'importe où dans le monde, où est-ce que tu irais? Ça peut être un lieu, ça peut être un pays, ça peut être peut-être même quelqu'un avec qui tu voudrais dîner. Le choix du roi. Ouais, quelqu'un, faudrait que je réfléchisse un peu plus, mais l'endroit, c'est la Nouvelle-Zélande. Moi, je suis un peu. Ma grande tristesse de ma vie, c'est que j'ai l'impression que c'était il y a maintenant. Oh là là, c'était il y a maintenant bientôt 8 ans, 9 ans. J'ai fait le voyage que je n'égalerai jamais dans ma vie, qui est dans ce pays, qui est la Nouvelle-Zélande. Ah oui, carrément. Ouais, et donc je me Je connais dis, pas, pour l'instant, donc ça pas m'est d'avis. vrai, j'ai jamais fait un autre endroit, donc je veux aussi incroyable que la Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Parce qu'il y avait c'est des Diversité paysages, de c'est des paysages lieux. Ouais. incroyables, les gens, tout, c'était fantastique. Donc j'irai en Nouvelle-Zélande, je sais pas encore avec qui, mais je Bah, et donc ça réfléchirai donne quand envie même. aux gens de ceux qui vont écouter, qui doivent se dire ça doit être absolument incroyable. Ah ouais, ça va donner envie, c'est un C'est teasing de absolument dingue. incroyable. C'est un teasing de dingue. Et je ne suis pas Partenariat. sponsorisé Ce que par j'allais dire. l'Office de tourisme de Nouvelle-Zélande, je n'ai aucune ça- affiliation. ça nous Voilà. sauve. Sinon, nous on aurait mis publicité commerciale. Et ça n'est pas le cas. Ça Sponsorisé n'est- par. Bon, on a déjà la Absolument. réponse pour Julien. Mais bon. Ah, non, Non, je pensais que c'était l'Italie, Oui, naturellement. non, mais alors là, c'est un dîner n'importe où dans le monde. Alors là, j'ai pas d'idée. Non, ça serait un truc, tu vois, sur une pyramide Inca, vraiment le truc. En sachant que j'ai le vertige, donc c'est quand même mal Alors, barré. c'est pas très quand même. pratique quand même. Non, hein, non, un mais si on dîner part sur de une principe pyramide. Que vraiment. Non, mais si c'est un truc improbable, ça serait, tu vois, un dîner sur la Lune, tu vois, un truc qui est unique. Ok, d'accord. Oui, alors c'est pas pratique, je te Non. l'accorde, mais qui t'a posé la question, ça va pas être tout de suite. Quoique avec la progrès technologique, pourquoi pas. Oui, peut-être. Peut-être. Alors une question. Peut-être dernière question. Mais bien sûr. Elle est difficile celle-là. Oui. Est-ce que tu elle m'a fait rire? Est-ce que tu préfères lire des livres ou regarder un film? Alors normalement, je suis censé dire. Sois lire honnête. des- Hein. Non, mais Oui, voilà, c'est je ce que suis j'ai censé dit. dire lire J'ai des dit à livres Pierre, pour, mais qui va oser répondre? Alors moi, j'adore regarder. Mais personne. Va me dire, non, moi j'adore Tolstoy. Bah, j'ai regardé ça. Là. Personne Ouais, va une dire espèce de ça. supériorité intellectuelle. Oui, oui, dire, voilà. évidemment, lire des livres longs en fumant la pipe ou le cigare Oui, dans il y mon a un fauteuil. Et Non, toujours, non, non. toujours en anglais, russe et français. Toujours, hein, toujours. C'est Au le café de minimum. Flore. Non, C'est mais, ça. Ouais, clairement. Non, non, regardez des films. Je regarde, alors, pour la petite anecdote, moi j'ai une règle, c'est que je ne regarde maintenant aucun film qui est noté moins de 6.5 sur Sens Critique. J'ai une règle Sens absolue. Critique, je suis un non, c'est pas Halluciné. Ah, c'est Sens Critique. Sens Critique, ouais, Ça c'est n'a rien à un voir. équivalent de Halluciné, d'être Ok. noté par les utilisateurs. Ah bah Et j'ai du une coup règle ça va absolue. être long parce qu'il y a beaucoup de bousins. Hier j'en ai vu un 1,5. Je te le conseille. Je peux Et- le partager. Une merde internationale. Non mais voilà, bah, je Ah, fais- vraiment, c'est bah, je fais extraordinaire. plus ça. Ou alors j'ai deux personnes de confiance, c'est un processus complexe, qui ont le droit de me dire si celui-là tu le regarderas, et je leur
accorde ma confiance en regardant un film. Et sinon, par défaut, ça n'a pas 6.5 à sens critique. Et le dernier, alors du coup, partage un dont tu pourrais te souvenir que tu as vu récemment, tu dis ça, franchement, ça valait le coup. Mince. Le Titanic. Ah oui, c'est récent. Non, le Titanic n'est pas. Ouais, vraiment, c'est. Mais Revival. Récent. Écoute, j'ai revu Blade Runner 2042, je crois que c'était ça, le dernier, le remix de Blade Runner, qui avait une image, plus pour l'image, le son. Ah oui, toi, t'es plus séduit par l'esthétisme visuel. Okay. Parfois, et celui-là est un saisissant d'esthétisme, ouais. Ok. Toi, t'as été au cinéma récemment, Non, Pierre? pas du tout. Non, je crois que avant Covid, pour dire à quel point je suis pas le donc plus vous lisez des livres russe, français, anglais, comme je. Moi, j'ai vu le film, la Duchesse. Je crois que je sais pas si c'est le dernier, mais du Barry. La Duchesse du Barry, qui a été présentée à Cannes. Et ben, j'ai tout compris. Vraiment, qu'il l'aurait dit. Non, c'est plutôt bien. Bon, après, je suis pas sûr que Maïwenn, qui joue une douce ingénue de 20 ans, soit très crédible. Mais passer ça, si on met ça de côté, c'était un bon film relatif. Oui, c'est un peu narcissique comme film, mais on va dire que voilà, ça respecte 50-60% de la vraie vie de la Dubarry, qui était un personnage peu connu historique. Je vous invite à le voir. Voilà, en faisant quelques impasses historiques, mais c'est un très bon film. On s'en fout, mais je partage ma vie, c'est formidable. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de parler d'un thème dont on parle finalement assez peu, de manière transparente, je crois qu'on peut le dire. Et nous, on vous laisse et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Ça vient des RH. Ciao!